Star Wars n'est pas vraiment réputé pour sa rigueur scientifique, mais dans cette vidéo, nous allons tout de même nous pencher sur un aspect de cette épopée galactique, les éclairs de force. Serait-ce possible dans la réalité ? Avez-vous déjà entendu parler de la tragédie de Dark Plagueis le Sage ? Non ? Je le pensais. Ce n'est pas le genre d'histoire qu'un Jedi raconterait. C'est une légende des Sith. Et ceux d'entre vous qui ont déjà eu affaire au Seigneur Noir des Sith savent que la plupart d'entre eux peuvent utiliser la Force pour tirer des éclairs mortels de leurs mains. Ce serait bien pratique si ça marchait aussi dans la réalité. Si votre café est devenu froid, on pourrait simplement le réchauffer rapidement avec quelques éclairs de force. Parfait. Avant tout, il faut préciser, l'explication donnée dans les films Star Wars pour toute activité liée à la Force peut être directement écartée d'un point de vue scientifique, car là-bas, c'est expliqué ainsi, que ce soit les Jedi ou les Sith qui soulèvent de lourds objets grâce à la Force, qui font des tours d'esprit, etc., etc. Ce sont toujours les midi-chloriens qui sont responsables de minuscules formes de vie présentes dans la plupart des êtres vivants. Plus la densité de midi-chloriens est élevée, plus un individu est sensible à la Force. J'ai vérifié mon sang juste pour vous, et voilà, pas de midi-chloriens. Cela pourrait signifier que je suis extrêmement insensible au pouvoir ou qu'il n'y a pas de midi-chloriens en dehors d'une galaxie très, très lointaine. Dommage. Mais comment obtenons-nous notre puissance éclair ? Nous devons plonger profondément dans les secrets du côté obscur de la Force, aussi appelé électrotechnique. L'air pourrait-il même conduire les éclairs de force ? Car si la réponse était non, les attaques de Palpatine échoueraient déjà au fait qu'il manquerait un conducteur à ces éclairs de force. En réalité, l'air n'est pas un très bon conducteur, c'est même plutôt un bon isolant. Les charges électriques sont donc mal conduites par l'air. Mais les éclairs de force de Palpatine sont puissants et peuvent ainsi surmonter la capacité isolante de l'air. En principe, presque tout possède ce qu'on appelle une tension de claquage. C'est, pour le dire simplement, la quantité de charge électrique qu'il faut atteindre pour qu'un corps devienne tout de même conducteur. Jolie phrase mnémotechnique de l'électrotechnique, avec assez d'électricité, tout devient conducteur. Et vous connaissez aussi cette tension de claquage dans votre vie quotidienne, même si c'est à une échelle plus petite. Chaque fois que vous recevez une petite décharge électrique, par exemple sur un escalator ou quand vous frottez un ballon contre vos cheveux, c'est cet effet-là. Ici, au planétarium, nous avons un objet avec lequel on reçoit particulièrement souvent une décharge électrique, une boule plasma. Je vais essayer d'en attraper une tout de suite. Aïe! Qu'est-ce qui vient de se passer ici? La surface de mon corps avait une charge plus négative que la boule plasma, et cette inégalité entre charge négative et positive cherche à s'équilibrer. Si elle est suffisamment forte, cet équilibre peut se faire par une petite décharge électrique, même si l'air, qui est un mauvais conducteur, se trouvait entre moi et la boule plasma. Si la différence de charge est suffisamment grande, on atteint la tension de plaquage. Et si j'y arrive déjà avec ma boule plasma, c'est évidemment un jeu d'enfant pour un puissant seigneur Sith comme Palpatine. D'un autre côté, les éclairs de force de Palpatine sont évidemment un peu plus violents que ma petite décharge électrique à l'instant. Comment pourrait-il donc y parvenir? Le mot magique, c'est avalanche d'électrons. Pour comprendre cela, il faut descendre au niveau des atomes. Quand Palpatine projette de l'électricité depuis ses doigts, il envoie une grande quantité d'électrons dans l'air, des particules élémentaires chargées négativement. Ces électrons percutent des atomes, et lorsque des électrons frappent des atomes, ils peuvent les ioniser, c'est-à-dire leur donner de l'énergie. Lors de l'ionisation, les électrons sont arrachés à un atome. Et lorsqu'un atome perd un électron chargé négativement, il devient un ion chargé positivement. Ça paraît compliqué, mais vous connaissez tous l'effet de l'ionisation, par exemple grâce aux aurores boréales. Les couches supérieures de l'atmosphère terrestre sont ionisées par le rayonnement solaire énergétique et commencent alors à briller dans les plus belles couleurs. Et d'ailleurs, notre boule à plasma, qui m'a sournoisement donné une décharge électrique, est aussi un bel exemple d'ionisation. La boule contient certains gaz qui sont ionisés lorsqu'on allume le courant. Quand on touche la boule, cela provoque des distorsions des décharges à l'intérieur de la lampe. Et lors d'une avalanche d'électrons, on a justement un effet amplificateur de cette ionisation. De plus en plus d'électrons sont arrachés aux atomes et percutent à leur tour de nouveaux atomes qui l'ionisent, jusqu'à ce qu'une véritable avalanche d'ionisation se produise et que la racaille Jedi soit complètement grillée. Oh pardon, je me suis laissé emporter par mes émotions négatives. Bon, jusqu'ici, on reste encore totalement dans le domaine de la science.
Si les éclairs de force peuvent être produits par ionisation et le déclenchement d'avalanches d'électrons, cela doit signifier que les sites sont capables, à leur guise, de manipuler les électrons autour d'eux pour créer des déséquilibres de charge. Autrement dit, ils peuvent en fait provoquer à volonté exactement le même état que lors d'un orage. Un déséquilibre de charge entre des couches nuageuses chargées négativement et une zone chargée positivement sous les nuages, qui est ensuite neutralisée par un éclair. Bon, cette fois, je ne vais pas encore me faire foudroyer. Et comment, par la seule force de la volonté, peut-on contrôler des électrons individuels pour pouvoir à tout moment déclencher une décharge sous forme d'un éclair de force? Là, la science nous abandonne, je le crains. Ça, on ne peut vraiment l'expliquer que par la force. Apparemment, Palpatine doit vraiment faire transpirer ses midi-chloriens pour que cela soit possible. Mais cela nous amène à une autre question. Si Palpatine semble puiser dans sa propre énergie corporelle pour manipuler les électrons, d'où tire-t-il cette énergie? Après tout, les midi-chloriens sont bien dans son corps. Vous avez sûrement déjà entendu parler du principe de conservation de l'énergie. Il stipule que, dans un système fermé et sans frottement, l'énergie totale reste toujours la même. Si Palpatine libère une énergie extrême avec ses éclairs, il doit d'une manière ou d'une autre produire cette énergie dans son propre corps. Car, autant que nous le sachions, les Jedi et les Sith n'utilisent aucun appareil externe pour leur pouvoir, seulement leur corps. Et la source d'énergie de notre corps, c'est, exact, la nourriture. Enfin, une bonne transition pour manger quelque chose dans l'une de mes vidéos. Combien et quoi Palpatine devrait-il consommer pour obtenir assez d'énergie afin de manipuler les électrons de façon aussi sombre? Supposons que les éclairs de force de Palpatine soient comparables à un éclair moyen sur Terre. Il n'en faudrait même pas autant pour tuer un être humain, mais pour un seigneur Sith, ça devrait être un jeu d'enfant de rivaliser avec un éclair ordinaire. L'unité de base de l'intensité électrique est l'ampère, et un éclair moyen atteint environ 30 000 ampères. Converti en joules, donc l'unité de mesure de l'énergie, cela représenterait 500 mégajoules. Maintenant, on peut simplement calculer combien de nourriture il faudrait consommer pour cela, car les joules peuvent être convertis en calories. Palpatine devrait donc, à la cantine de l'étoile de la mort, si elle existe, consommer assez de calories pour atteindre 500 mégajoules. Un Big Mac, donc l'unité de calcul la plus importante des mathématiques, contient 500 kilocalories, soit 500 000 calories. Il faut toujours faire un peu attention, car on parle souvent de calories pour les aliments. Mais en réalité, il s'agit de kilocalories. Calculons ça. Palpatine devrait manger environ 240 Big Mac au petit déjeuner pour lancer un éclair de force sur Luke, dont l'intensité équivaut à celle d'un éclair moyen lors d'un orage. 240 Big Mac, ça va encore. Bon, en une journée j'y arriverai pas, mais en une semaine, facile. Bien sûr, Palpatine ne pourrait pas transformer toutes les calories des Big Mac directement en éclairs de force, et il a aussi besoin d'énergie pour ses autres fonctions corporelles. C'est pourquoi, par précaution, il devrait probablement manger quelques Big Mac de plus que 240. Et une fois de plus, la science nous a apporté des connaissances fondamentales pour notre vie. Si vous voulez lancer des éclairs de force, il vous suffit de manger beaucoup de hamburgers et de réussir d'une manière ou d'une autre à contrôler les électrons pour déclencher des avalanches d'ionisation. Vive la science! Un autre film qui nous enseigne beaucoup sur la science est Interstellar. Dans la vidéo présentée, je vous emmène dans un voyage à travers les trous noirs, l'espace et le temps. Assurez-vous de cliquer dessus et de le vérifier. Si vous avez aimé cette vidéo, je serai aussi très heureux que vous vous abonniez à ma chaîne afin que je puisse atteindre mon grand objectif de 100 000 abonnés. Et sinon, je dirais que le burger soit avec vous. Ciao, les amis.